Alors, on peut commencer. Enfin, Léa, tu enregistres. Ok, parfait. Ça y est, ouais. Ok. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là, si nombreux. On espère encore plus nombreux. Donc, bienvenue pour cette troisième conférence, si je ne fais pas d'erreur. Donc, aujourd'hui, c'est Benoît. Donc, je remercie aussi Benoît de nous accorder son temps pour cette heure qui va suivre. Donc, on va parler de physique ultra rapide. Et sans autre forme d'introduction, je laisse la parole à Benoît. Tu es prêt. Yes, écoute, merci Marco et Léa et tous les rotationnels de manière générale à organiser ça. C'est vraiment un plaisir d'être ici. Et puis, c'est vrai que c'est une grande première donc, pour tout le monde. Donc, j'espère que vous comprendrez et que vous appréciez surtout cette petite 45 minutes entre nous. Et je vais commencer directement par partager mon écran. Alors, vous me dites juste si ça fonctionne pour vous. Moi, c'est tout bon, ouais. C'est tout bon? Ouais, tout bon. Ok. Et alors, merci encore d'être ici. C'est vrai que ça fait un peu bizarre d'être chez soi, mais bon, c'est comme ça. Et en plus, du coup, c'est enregistré, donc finalement, il y aura d'autres personnes. Il y aura quand même des avantages. Donc voilà, le plan d'aujourd'hui, c'est globalement, j'aimerais vous faire voyager à travers l'espace et à travers le temps pour pouvoir visiter, je dirais, la physique d'un autre monde. Je sais qu'Emeric a fait ça déjà, mais dans l'autre direction. Donc lui, il a été dans des temps extrêmement longs et dans l'espace aussi extrêmement long. Et moi, je vais faire tout l'opposé pour pouvoir voir qu'est-ce qui se passe vraiment à l'échelle atomique et à des échelles de temps qui sont très, très courtes. Donc l'idée après, c'est de se dire, OK, on fait ce voyage, mais pourquoi on fait ce voyage? Quelles sont les problématiques actuelles? Quels sont les challenges de nos jours et qu'est-ce qu'on aimerait résoudre? Et finalement, quelles sont les solutions, les perspectives dans ce sujet? Et vous verrez, bon, je pense que vous l'avez compris, que l'idée ici, c'est de créer et d'utiliser une impulsion de lumière extrêmement intense et extrêmement courte, qui va donner, si vous voulez, une sorte de kick, de coup de pied à une réaction pour pouvoir la développer et ensuite en faire ce qu'on veut. Donc après, je vais du coup parler de comment on génère une telle impulsion. Et finalement, cette impulsion, elle a une couleur, c'est-à-dire que la lumière, ça a plusieurs couleurs, mais la question, c'est de se dire, voilà, on a des réactions qui marchent seulement avec une certaine couleur, et du coup, la question, c'est de se dire, est-ce qu'on peut changer la couleur de base pour avoir absolument toutes les couleurs la plus large, le plus de couleurs possible, excusez-moi. Et puis après, je vais passer dans ce qu'on fait à l'EPFL, dans ce qu'on fait dans notre laboratoire. Donc, on fait des expériences en temps résolu. Ça veut dire qu'on a la composée de temps dans notre expérience. Et le tout, on fait ça dans un microscope électronique. Donc, je vous expliquerai après ce que c'est. Mais ça permet, comme vous en doutez, de voir dans le monde du très petit et du coup de combiner ces deux propriétés. Et finalement, j'aimerais aussi discuter un petit peu de quels sont les autres projets qu'on fait ici dans notre laboratoire et pour conclure, discuter de mon parcours, je dirais, académique ou plutôt pendant mes études, qu'est-ce que j'ai fait et comment je suis arrivé jusqu'ici. Donc voilà, je vous ai dit un voyage à travers le temps et l'espace. Donc si on commence avec le temps, donc voilà, c'est à peu près, ici on a des temps extrêmement élevés. Donc pour donner une idée, l'âge de l'univers, c'est en secondes, hein, c'est 4,3 10 puissance 17, donc c'est quelque chose d'énorme. Et par rapport à la vie humaine, voilà, on vit à peu près 1 milliard de secondes. Notre battement de cœur, ça c'est à peu près notre référence, on connaît bien, c'est à peu près un battement de cœur par seconde. Et puis si on vient maintenant dans l'autre côté, donc à 10 puissance moins 9, toutes les nanosecondes, c'est l'horloge de notre ordinateur. C'est-à-dire qu'on peut faire à peu près 1 milliard d'opérations par seconde pour notre ordinateur. Mais si on descend encore plus bas, il y a donc ce qui est des vibrations moléculaires structurelles, c'est-à-dire que voilà, vous voyez une molécule ici. J'ai aucune idée en fait si vous voyez ma souris. Est-ce que vous voyez ma souris? Ok. Donc ces structures, simplement,
pas figée, parce qu'elle a une certaine température, elle va bouger, si vous voulez, un peu autour de son équilibre. Et justement, ça va faire des petites oscillations, et ces oscillations sont de l'ordre du temps de la picoseconde, voire de la femtoseconde, donc 10 puissance moins 12, 10 puissance moins 15 secondes. Puis après, il y a d'autres interactions fondamentales, comme le procédé magnétique ou alors même le mouvement électronique autour d'un atome, qui sont, eux, encore plus petits, donc 10 puissance moins 18, l'attoseconde, où maintenant, grâce à des technologies de pointe, on arrive à atteindre cette résolution temporelle. Donc, on arrive à voir qu'est-ce qui se passe à cette échelle de temps. Et juste pour se représenter, on a quand même une seconde, on a l'âge de l'univers, et en fait, on va plus bas, enfin, je veux dire, on va plus rapide que l'âge de l'univers par rapport à notre battement de seconde. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement rapide. Et finalement, dans l'espace, on fait la même chose. Là, c'est un peu moins extrême, les échelles de temps, les échelles de longueur. Mais là, je pars directement avec le millimètre, donc c'est la taille d'un grain de sable à peu près, où j'arrive au globule rouge, une dizaine de microns, la taille d'une bactérie, puis d'un virus, une protéine, et là, on arrive gentiment à l'échelle atomique où, justement, là, vous voyez tous les atomes de carbone, en fait, qui sont arrangés. Et lors de l'angstrom, donc 10 puissance moins 10, on a l'atome. Et nous, on aimerait, donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce qui se passe à peu près dans toute cette partie-là, donc à une échelle de nanomètres, atomique et de la femtoseconde. Donc pourquoi j'aimerais vous parler de ça aujourd'hui? Et j'aimerais commencer avec plein d'applications possibles, parce que je trouve que c'est toujours plus parlant de simplement voir quelles sont les applications, pourquoi on fait ça, et pas simplement on fait ça parce que c'est intéressant, mais en fait intéressant, c'est quelque chose de très subjectif. Donc, je pense qu'on peut dire que la problématique actuelle, c'est de vouloir être durable et de vouloir être efficace. Et durable, ça veut dire quoi? Ça veut dire socialement durable. Bon, là, on ne va pas traiter le sujet. Économiquement, donc quelque chose qui soit à moindre prix. Et énergétiquement, pour l'environnement, qu'on puisse perpétuer et avoir cette durabilité. Et finalement, efficace, je l'ai quand même ajouté parce que on vit 1 milliard de secondes, comme vous l'avez vu avant, et puis finalement, on aimerait bien que les choses avancent vite parce qu'on a un temps limité. Donc, on aimerait que ça soit quelque chose d'efficace. Et les problématiques d'aujourd'hui, vous en connaissez certaines. On a tout ce qui est pollution, ça peut être des déchets nucléaires, ça peut être des gaz à effet de serre, ça peut être même la pollution chimique. Donc, il y en a vraiment un tas. Et simplement, on a aussi besoin, même si on arrive à optimiser de plus en plus les choses, on a quand même un besoin constant d'énergie, que ce soit pour le transport, la construction, l'informatique, il y a vraiment beaucoup de choses. D'ailleurs, en parlant d'informatique, on a aussi gentiment atteint les limites. C'est-à-dire quoi les limites? C'est des limites, on peut transférer des données extrêmement rapidement maintenant, mais on arrive seulement à une saturation, on n'arrive plus à transmettre plus rapidement des données parce qu'on est limité physiquement en fait par d'autres procédés. Et puis aussi dans le stockage de données, on a miniaturisé le plus possible, mais on peut encore continuer à miniaturiser, mais vous le verrez après, les techniques qu'on utilise maintenant demandent en fait énormément d'énergie. Et puis, il faut trouver des nouvelles technologies pour pouvoir justement essayer de réduire au maximum notre consommation d'énergie, parce que en tout cas pour la durabilité, d'un côté, ça sera moins cher et simplement, ça consommera pas moins d'énergie aussi. Et il y a encore deux sujets, en médecine et en biologie, où là, on peut aussi continuer à travailler dessus. En médecine, peut-être on peut soigner. Là où je vous ai vu, vous avez l'exemple d'une opération ophtalmologique. Et puis en biologie, peut-être vous verrez aussi après qu'on peut essayer de voir qu'est-ce qui se passe à l'échelle de la vie. Ce qu'on peut voir, vu que ça se passe aussi peut-être à l'échelle très courte des choses qu'on n'aurait pas vues avant. Et tout ça, on fait ça avec la lumière, on fait ça avec des lasers pour pouvoir en fait essayer de
de voir, voilà, de contrôler, je dirais, c'est le laser, c'est la lumière qui vient nous donner d'informations, de vouloir donner un stimuli, si vous voulez, pour pouvoir voilà, essayer de donner un élan à une certaine réaction et en fait, qui n'aurait pas, enfin, cet élan n'aurait pas eu lieu naturellement, je dirais. Donc, l'idée dans cette présentation, c'est d'utiliser vraiment ces lasers et puis d'où l'image. Et c'est pas moi, si jamais, si vous posiez la question. Donc, dans les lasers, vous en connaissez certaines applications actuelles, et donc dans la découpe, par exemple, ou alors dans l'ablation de manière générale. Alors là, les lasers, je ne parle pas les lasers pointeurs qu'on utilise, mais enfin, pour les présentations ou autres, mais je parle de lasers pulsés. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la place d'avoir un faisceau continu, on a un faisceau où il y a plusieurs impulsions, donc des petits shots de lumière, si vous voulez, qui viennent en fait taper ou interagir avec la matière de manière générale. Et alors nous, on a l'impression avec notre œil de voir un seul faisceau continu parce que simplement il y a plein d'impulsions qui vont trop vite et on n'arrive pas à les distinguer. Mais là, on va dans toute cette présentation parler de faisceaux pulsés. Et en parlant de faisceaux pulsés, donc, on parlera après comment on caractérise qu'est-ce qu'une impulsion, etc. Mais dans les échelles de temps, on est capable de faire des faisceaux pulsés de l'ordre de la femtoseconde. Donc, on est capable, vous verrez après, d'étudier différents comportements de la femtoseconde. Mais là, en l'occurrence, ce n'est pas étudier, c'est juste détruire de la matière, en l'occurrence. Et ces photos montrent la différence entre une impulsion qui fait 3,3 nanosecondes et une autre qui fait 200 femtosecondes. Pourtant, ici, c'est ce qu'on appelle l'affluence, donc c'est simplement l'énergie qu'on a mis divisé par la surface. Donc, globalement, combien d'énergie on a mis, quelle puissance on a mis par unité de surface. Et vous voyez que bien qu'on ait mis plus d'énergie dans cette photo-là, bah, on a quelque chose de beaucoup moins propre en fait, que quelque chose de beaucoup plus court. Et en fait, la réponse à ça, c'est simplement que oui, on a mis plus d'énergie en moyenne, mais en fait, si on divise simplement la puissance, ce qu'on appelle la puissance de pic, de pointe, si on prend l'énergie qui est contenue dans notre impulsion et on la divise par la durée du temps ici, et ben on se rend compte que ici c'est beaucoup plus puissant que, en fait, que l'autre cas. Et en fait, d'ailleurs, donc ces lasers-là ont été développés dans les années 1980, donc les lasers de manière générale 1960 et après les lasers pulsés 1980, quelque chose comme ça. Et en fait, il y a eu un accident d'un laser. C'est-à-dire qu'il y a une personne dans un laboratoire, une fois, qui s'est pris le faisceau dans l'œil. Et il est allé chez l'ophtalmologue, la clinique ophtalmologique, et en fait, ils ont constaté que dans son œil, il y avait quelque chose de parfaitement rond. Et c'est de là, en fait, qu'est parti les opérations laser, en fait. Donc, c'est assez marrant parce que c'est de l'autre sens que ça s'est passé. Donc, d'abord, il y a eu un accident et ensuite, on a guéri. Et là, on a guéri des dizaines, des centaines de milliers de personnes comme ça. Et la question, c'est pourquoi on arrive à guérir ça sans faire de blessures, sans faire de dommages. C'est simplement parce qu'il n'y a pas de chauffage, en fait. Donc, il n'y a pas de chauffage, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'impulsion, la durée, elle est tellement courte que la matière à côté n'a pas le temps de brûler, n'a pas le temps, il n'y a pas de transfert de chaleur qui se passe entre la zone qui est touchée et le bord à côté. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est quelque chose de très intéressant parce que s'il n'y a pas de chauffage, souvent, on associe l'énergie ou les pertes d'énergie, que ce soit par exemple pour la voiture ou que ce soit pour les ordinateurs qui chauffent, à du chauffage. En fait, l'énergie qui est perdue, c'est du chauffage. Donc, si on arrive à avoir quelque chose où il n'y a pas de perte de chauffage, on peut économiser énormément d'énergie. Donc maintenant, quelles sont les perspectives? Dans cette présentation, je vais faire plusieurs perspectives, je crois qu'il y en a 3 au total, et ensuite on va regarder ensemble comment on génère ces impulsions, mais du coup j'aimerais quand même passer un petit peu plus de temps, enfin voilà, vous expliquer pourquoi c'est important ce domaine, et finalement c'est le futur, c'est les futures technologies, et que ça arrive gentiment, et ça arrive très vite. Donc, ça, c'est simplement ce qu'on appelle une porte logique. Donc, il y a un signal, il y a 2 fils, si vous voulez, où il y a deux signaux qui rentrent dans cette porte logique.
porte logique, en l'occurrence, là, c'est la porte logique est. Ça veut dire que si mon signal ici, donc mon signal, c'est une tension, ça peut être, là, en l'occurrence, sont représentés par 0 ou 1, mais ça peut être 0 ou 1 volt, par exemple. Il faut qu'il y ait les deux. Donc, si je vais dans le cas, je recommence dans le cas le plus simple. Si je n'ai pas de tension dans A et si je n'ai pas de tension dans B, à la sortie, donc ça c'est la sortie, je n'ai pas de tension. Si je n'ai pas de tension dans A, mais j'ai une tension dans B, je n'ai pas de tension à la sortie. Il faut qu'il y ait les deux, qu'il y ait A et B pour que j'ai une tension à la sortie. Mais comment ça marche à l'intérieur? Comment fonctionne cette porte logique à l'intérieur? Alors maintenant, il y a plusieurs technologies, mais globalement, ce qui se passe, c'est qu'à l'intérieur, j'ai ce qui s'appelle un diviseur de tension. Ça veut dire que là, en l'occurrence, je vais diviser par 2 ma tension. Pardon, excusez-moi. Je vais diviser par 2 ma tension. Et puis, je vais regarder à la sortie. Donc, par exemple, si j'ai 0 de tension et 0 ici, donc j'ai 0 divisé par 2, ça me fait 0. Si j'ai 1 et 0 pour B, bah, j'ai 1 tension, je divise par 2, j'ai 0,5, mais lui, il va l'interpréter, pour lui, 0,5, ce n'est pas 1, donc il va l'interpréter comme 0. Et réciproquement, pour 1 pour le B et 0 pour le A. Et finalement, quand j'ai le A et le B qui a une tension de 1 volt, je divise par 2, donc j'ai 2 volts divisé par 2, et j'ai bien le 1 volt à la fin. Et comment on fait cette division par 2 en termes de tension? En fait, on a une petite résistance à l'intérieur. Et cette petite résistance, en fait, c'est ça qui va faire chuter notre potentiel électrique. Mais si vous vous rappelez, ces résistances-là, il y a ce qui s'appelle l'effet Joule et ça chauffe, en fait, globalement, au bout d'un moment. Donc, ces transistors, c'est ce qu'il y a dans vos ordinateurs, vous en avez des milliards et vous pouvez imaginer que chaque petit transistor, il chauffe et il faut les refroidir. Et le chauffage, comme on l'a vu avant, c'est une perte de chaleur. Et en plus de ça, c'est que les résistances ici, pour faire la transition de la chute de tension, ça prend du temps. Ça ne prend pas beaucoup de temps, ça prend quelques nanosecondes, voire plus court, mais c'est quelque chose qui est assez lent. Et maintenant, on est arrivé à cette limite-là, et nous, on aimerait, un, réduire notre consommation d'énergie, et deux, augmenter la rapidité. Et pour ça, on est en train de switcher, on est en train d'aller dans une autre technologie qui s'appelle All Optical Switch. Il n'y a pas vraiment de traduction en français, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans ce sens-là. Mais à la place d'avoir une composante électronique, on va essayer d'utiliser que la lumière. Et je vais vous montrer comment on peut faire cette porte globalement, ou comment on fait ces portes-là avec la lumière. Donc là, c'est une expérience très, très récente. On va regarder juste cette partie-là d'abord. Quand je vous dis quelque chose de très, très récent, et tout ce que je vous montre comme perspective, c'est vraiment des années, enfin, c'est soit maintenant, c'est soit ça a été publié cette année-là, en 2020, ou soit ça a été maximum publié en 2018. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très récent et j'aimerais vraiment mettre le point dessus. Donc là, à la place d'avoir une impulsion, d'avoir deux signaux qui rentrent, on a un premier signal ici, suivi d'un second. Et en fait, ce signal ici, donc c'est une pulse ou une impulsion qui a une certaine durée et qui a une certaine amplitude, qui va passer à travers un matériel, c'est égal, en l'occurrence, c'est du graphène, et en fait, en passant à travers ce matériel, il va modifier les propriétés de ce matériel-là. C'est-à-dire que simplement, c'est assez intuitif de se dire, le matériel, il est au repos, il n'y a rien, et tout d'un coup, en fait, hop, je viens avec un pulse optique modifier certaines propriétés. Ça peut être des propriétés optiques, ça peut être des propriétés structurelles, ça peut être plusieurs choses. Mais en gros, la chose importante, c'est de se dire, c'est qu'elle vient modifier cette porte. Et puis derrière, j'ai mon signal. Et puis en fait, mon signal, lui, il va être influencé simplement par l'environnement que le premier pulse a créé, donc le pulse de contrôle. Et on peut imaginer que simplement si le pulse, il passe, donc il vient ici, il est présent, il laissera passer le prochain signal. Et admettons, si le pulse n'est pas présent, donc on ne met pas de pulse, le signal ne peut pas passer. Et c'est exactement ce que vous voyez sur ce graphe ici, c'est la transmittance, donc simplement à quel point le prochain signal peut passer en fonction du temps. Et vous voyez que donc en fonction du temps, c'est simplement l'écart entre le pulse de contrôle ici et l'autre ici. Ça veut dire que si l'écart, un écart qui est zéro, donc le signal et le contrôle sont en même temps, forcément, il y aura une bonne transmission.
parce que ça sera la transmission maximum, parce que simplement, ça sera le pulse de contrôle, il va modifier l'environnement instantanément, et du coup, le signal, hop, lui, il passe en même temps, et puis il profite de ça. Puis au contraire, quand on commence à allonger l'écart entre les deux, là, on voit sur ce graphe ici qu'on commence à perdre en transmittance, enfin en transmittivité, en français, c'est simplement parce que voilà, le pulse de contrôle, il a modifié pendant un certain moment le matériel ici, mais après, le matériel, il revient à la position d'équilibre. Donc, en fait, comme ça, on peut de nouveau faire des portes logiques qui ont des durées de temps, voilà, vous voyez, qui ont des durées de temps de 260 femtosecondes. Donc, des 3 ordres, voire 4 ordres de grandeur plus rapides que les portes logiques électroniques actuelles. Et en plus de ça, donc, le pulse ici, il y a 35 femtojoules dedans, donc 10 puissance moins 15 joules, et ce qui est vraiment quelque chose de très, très, très faible pour pouvoir modifier ce genre de choses. Et puis, je m'excuse, là, il y a ma slide qui est partie un peu trop vite, mais il y a une deuxième problématique. Donc, ça, c'est la problématique, je dirais, tout ce qui est processeur. Et la deuxième problématique, c'est la problématique du stockage. Donc là, pour le coup, on utilise le magnétisme pour stocker l'information. Et en fait, je ne sais pas si vous savez, mais on écrit quasiment plusieurs zettabytes par année, ce qui correspond à 10 puissance 21 bits par année, ce qui est énorme. Ça veut dire, en gros, pour donner une idée, c'est des centaines de millions de livres par seconde qui sont écrites en termes de données. Et en fait, avec ça, on se rend compte que si d'ici 2040, on continue avec les technologies actuelles, en fait, toute l'énergie qu'on produit maintenant électrique, elle sera destinée au stockage. Donc, il y a vraiment quelque chose, un besoin de changer de technologie. Et là, pour le stockage, on peut imaginer des systèmes où il y a un pulse optique qui a très, très faible énergie qui va changer et qui va pouvoir écrire et remplacer les techniques actuelles d'écriture pour les disques durs. Donc ça, c'est pour l'informatique. J'ai envie de dire aussi, si vous avez des questions, il ne faut absolument pas hésiter à m'interrompre. Je sais peut-être que je vais un peu trop vite, ou peut-être que je ne vais pas assez vite, donc j'espère juste, n'hésitez absolument pas à m'interrompre et poser des questions si vous en avez. Maintenant, en biologie. Biologie, je vous ai dit, on aimerait aussi savoir qu'est-ce qui se passe à l'échelle de la vie. Et il y a un bon exemple en termes de lumière et matière, l'interaction lumière-matière, c'est simplement, évidemment, l'œil. Donc l'œil, il va recevoir de la lumière. Et en fait, à l'arrière, donc vers la rétine, on a, vous le savez sans doute, les cônes qui sont pour la vision couleur et des bâtonnets. Donc en gros, ce sont des capteurs en fait, qui vont vérifier, qui vont voir qui vont détecter en fait cette lumière. Et dans ces capteurs-là, donc là c'est un zoom, on a de la molécule de rhodopsine. La molécule de rhodopsine, c'est ce gros truc vert que vous voyez, où à l'intérieur c'est composé de protéines, donc c'est tous les petites sortes de ribombelles que vous voyez ici, et à l'intérieur, donc en noir, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais il y a ce qui s'appelle un capteur optique ou un chromophore. Et ça, en fait, c'est la lumière qui va activer le chromophore. Et en fait, le chromophore, vous le verrez dans la slide suivante, il va changer, il va modifier, et en se modifiant, il va en fait, donc la protéine qui l'entoure, ça ne sera plus exactement la même configuration qu'avant, puisque la chromophore ici au milieu aura changé. Et après, cette protéine, elle va pouvoir changer et elle va pouvoir déclencher des procédés biologiques derrière qui va permettre de finalement avoir notre vision. Donc, c'est exactement ce que je vous ai dit, cette slide. Donc, au début, on a la rhodopsine. En fait, on a notre flash lumineux. Et en l'espace de 200 femtosecondes, on a en fait notre rhodopsine. Donc, ça, cette molécule ici, c'est le truc noir ici. Donc, c'est le rétinal. C'est la même chose qui, en fait, va se transformer dans une autre molécule. En l'occurrence, c'est la même molécule, mais c'est juste que la structure, vous voyez ici, cette partie-là, elle sera, à la place d'être tordue ici, elle sera simplement toute droite. Donc, c'est ce qu'on appelle une isomérisation. Et comme c'est dû à la lumière qu'on vient de faire, on appelle ça une photoisomération. Et ça se passe donc des échelles de l'ordre de la femtoseconde. Et cette nouvelle forme, c'est ça qui lui est entouré de la protéine. C'est lui qui va donner le feu vert, si vous voulez, pour déclencher tout un procédé derrière. Et nous, ce qu'on aimerait bien comprendre, c'est de se dire, voilà, si on est capable de modifier
on est capable de tout modifier dans chaque structure, bah, peut-être qu'on se dit on sera capable de commencer à initier des processus biologiques que naturellement, ça serait pas fait. Et finalement, une dernière perspective, c'est donc dans l'énergie, en l'occurrence l'énergie nucléaire. Ces deux exemples, donc premier, c'est la fusion nucléaire, peut-être, je suis sûr, vous avez déjà entendu parler, où là, l'idée, c'est à la place d'avoir, c'est comme dans le Soleil, à la place d'avoir un gros atome que vous cassez en deux, voilà, c'est avoir deux petits atomes où on les donne suffisamment d'énergie pour qu'ils se mettent ensemble. Et en fait, le fait de se mettre ensemble, bah, ils vont relâcher plus d'énergie que ce qu'on lui a rapporté. Mais je crois qu'il y a eu aussi une discussion sur ça la semaine passée. En fait, pour pouvoir donc, déclencher cette fusion nucléaire, on a besoin d'une énergie extrêmement puissante et extrêmement intense. Et en fait, il y a une expérience qui consiste à mettre plein de lasers à un seul endroit, donc en l'occurrence au centre, d'avoir un pulse très très court, extrêmement intense, qui pourrait justement commencer et déclencher cette fusion nucléaire, qui est une source quasiment infinie d'énergie pour nous. Et dans l'autre sens, donc dans la fission nucléaire, vous savez que ça produit des déchets radioactifs qui durent des centaines, voire des millions d'années pour se décomposer. Et en fait, récemment, donc ça a été publié cette année aussi, ou en 2019, je ne sais plus, où on est capable, encore une fois, avec des lasers extrêmement puissants, de venir en fait titiller, si vous voulez, ou stimuler le noyau qui, lui, est radioactif pour l'obliger à se décomposer plus rapidement, ou alors changer même le système de décomposition. Peut-être qu'il se décompose de manière radioactive, mais peut-être qu'on arrive avec encore un laser, avec la lumière, de lui dire, bah non, en fait, toi, tu ne vas pas te décomposer comme ça, mais tu vas te décomposer d'une autre manière qui, lui, ne sera plus du tout nocif pour nous. Donc, en conclusion, dans toutes ces perspectives, notre but ici, c'est de contrôler par la lumière. Et encore une fois, pourquoi par la lumière? Parce que on peut faire des choses extrêmement intenses. Donc, je vous l'ai dit, ces impulsions, c'est de l'ordre du gigawatt, voire terawatt, ce qui est plus fort, ce qui est plus puissant qu'une centrale nucléaire. Alors, évidemment, c'est des échelles extrêmement courtes, mais ça suffit pour donner un bon coup de pied pour activer la réaction, si vous voulez. Et en plus de ça, on aimerait être sélectif, donc pas activer tout ou n'importe quoi en même moment, mais simplement à des choses bien précises. Et comme vous le voyez, on est capable en fait de modifier la couleur de faisceau laser, et ce qui va nous permettre de vraiment être sélectif dans notre choix de réaction. Et ça, c'était juste pour vous dire que laser, je ne sais pas si vous saviez, mais ce n'est pas un mot, c'est un acronyme qui veut dire Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, qui veut simplement dire en gros que c'est de la lumière qui est amplifiée de manière à ce qu'elle devienne de manière à ce qu'elle devienne monochromatique, donc c'est-à-dire d'une couleur, et deux, qui soit de plus en plus intense. Donc à chaque fois que j'ai ma lumière qui passe à travers ma cavité, mais je ne vais pas aller dans trop les détails, elle est de plus en plus amplifiée. Donc il y a moyen d'avoir au tout début un tout petit pulse, et ensuite qu'elle devienne quelque chose de vraiment très très grande et très très puissante. Donc voilà, maintenant vous avez vu un peu tout ce qu'on peut faire avec les perspectives, et j'aimerais maintenant passer à comment en fait finalement on génère une impulsion intense, ultra courte, avec une couleur bien définie pour justement avoir notre sélectivité. Donc là, c'est un tout petit peu de physique, mais rien de très, normalement très dur. Et j'aimerais juste décrire ce que c'est une onde électromagnétique. Vous savez peut-être déjà, mais la lumière, c'est une onde électromagnétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une onde qui se propage, comme vous voyez ici. Donc là, ici, c'est la distance ou le temps, c'est égal. Et c'est simplement, ça fait des allers-retours. Et cette onde, elle est caractérisée par une amplitude, par une période d'oscillation, et en fait par une fréquence aussi, parce que admettons que cette onde, c'est de la lumière, et la lumière se déplace du coup à la vitesse de la lumière, dans le vide en tout cas. Et du coup, on peut associer une certaine fréquence qui est simplement la vitesse de la lumière divisée par la longueur d'onde ici. Et donc ça, on a vu la partie onde. Maintenant, pourquoi on appelle électromagnétique? Donc à la fois, on a la partie électronique et à la fois la partie magnétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, cette onde-là, donc ça c'est la lumière, encore une fois. On a à la fois
un champ électrique qui oscille, un champ magnétique pardon, qui oscille, donc en rouge ici. Donc vous voyez, c'est exactement la même chose que là, mais sauf qu'il est dans le plan horizontal. Et perpendiculairement, on a un champ électrique qui vient dans ce sens-là. Donc là, et puis encore une fois, vous voyez qu'il y a la longueur d'onde ici, et puis en l'occurrence ici, elle se propage dans des directions. Et cette équation, ce photon est représenté par une équation qui n'est pas si compliquée que ça, qui est simplement l'amplitude. Donc l'amplitude, elle peut varier en fonction du temps. Donc ça, c'est le champ électrique, mais ça peut être le champ magnétique aussi, qui est multiplié par un sinus et un cosinus, en fait, où F, c'est la fréquence, donc c'est à quel point ça va vite. Et puis K, en fait, c'est simplement à quel point elle va vite elle se propage vite dans l'espace. Ça, c'est à quel point elle se propage vite dans le temps, enfin à quel point elle oscille vite dans le temps, et ça, c'est à quel point elle va vite dans l'espace. Et si on fait un petit gif, ça donne à peu près ça. Donc là, juste pour vous donner une idée, voilà, c'est les deux ondes qui simplement sont perpendiculaires l'une entre elles et qui viennent osciller comme on a eu avant. Maintenant, évidemment, cette oscillation, elle peut avoir plusieurs fréquences. Elle peut être soit très très courte ou soit très très longue. Et c'est ce qu'on appelle le spectre visible, donc au final, le spectre électromagnétique, où nous, la couleur visible correspond à une certaine longueur d'onde, donc ça veut dire que tous les 700 mètres, j'ai une période ici, donc tous les 700 mètres dans mon espace, j'ai une période qui se répète. Mais en fait, on peut imaginer que ça peut aller beaucoup plus court dans l'ultraviolet, dans les rayons X ou même dans les rayons gamma. Et au contraire, on peut aller beaucoup plus long où on va dans les ondes radio et les ondes micro-ondes. Et maintenant, on sait comment faire pour pouvoir faire on sait ce que c'est une onde, on sait ce que c'est la couleur et ce que représente la fréquence, mais nous, ce qu'on veut, c'est une impulsion. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le signal ici, donc on prend une onde et on va lui mettre une enveloppe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va, dans le temps, on va lui dire, tu commences à un certain moment et tu finis à un certain moment. Et simplement, si maintenant je multiplie le signal, donc mon information, par mon enveloppe, j'ai simplement quelque chose qui ressemble à ça. Donc ça, c'est mon enveloppe. Et à l'intérieur, j'ai mes oscillations, comme vous l'avez vu normalement. Maintenant, une fois qu'on a notre pulse, je vous ai dit, il faut l'amplifier. Pourquoi il faut l'amplifier? Parce que simplement, quand on l'a créé, on a quelque chose, un pulse qui est très, très, très faible comme intensité. Et nous, on veut lui donner plus d'énergie pour qu'il puisse initier des réactions, pour qu'il puisse simplement initier des réactions. Et ça, cette amplification, ça s'appelle, en français, c'est amplification par dérive de fréquence. C'est quelque chose de très, très simple conceptuellement et qui est la suivante. Donc, on commence par un petit pulse. Donc, oubliez de l'oscillateur. Donc, en fait, c'est juste qu'est-ce qui génère le pulse, qui, lui, sera stretché, donc il sera vraiment élongé, étiré, si vous voulez, élongé, pour pouvoir, en fait, ensuite passer par un cristal qui, comme je vous l'ai dit avant, donc en fait, c'est un laser qui vient amplifier. Donc, c'est-à-dire que partout, il va tirer vers le haut tout mon pulse. Et après, à la fin, il va être compressé à nouveau pour avoir quelque chose, donc ça, c'est le temps, pour avoir quelque chose de très court. Et là, tout d'un coup, vous voyez quelque chose de très intense. Et pourquoi c'est important de d'abord l'étirer et ensuite l'amplifier et qu'on ne peut pas l'amplifier directement, enfin, on est obligé de faire l'étirement, c'est simplement que si on mettait des pulses directement très intenses, en fait, ça détruirait le laser ou les optiques qui sont à l'intérieur. Tellement c'est fort, ça détruit, ça cramerait, ça brûlerait absolument tout. Et puis ça, en fait, donc ce procédé a été remercié, a été reconnu par le prix Nobel de physique, en fait, il y a 2 ans. Et en fait, je pense que maintenant, vous comprenez pourquoi aussi ils ont reçu le prix Nobel, puisque ça a des explications absolument énormes dans plein de domaines différents. Maintenant, je vous ai dit, on a une impulsion très courte et on aimerait changer de couleur. Donc là, c'est la seule slide où il y aura un peu de maths, mais c'est vraiment des maths très, très faciles. Donc, accrochez-vous, juste ces 5 minutes. Mais c'est vraiment, c'est pas très compliqué. Donc, vous avez vu en haut qu'avant, je vous ai montré qu'une onde, la lumière, ça pouvait être décrit, donc ça, c'est son champ électrique, par une amplitude et simplement une exponentielle, un sinus, en fait, qui est aussi à une certaine fréquence. Pour simplifier, j'ai enlevé le terme du Kx, là, ceux qui se rappellent. Mais du coup, si j'ai un faisceau, j'ai
un champ électrique d'indice 1 qui aura une certaine amplitude et qui aura une certaine fréquence. Si j'ai un deuxième faisceau, j'aurai une deuxième amplitude différente et j'aurai une deuxième fréquence différente. Maintenant, en rentrant dans un cristal qui est bien spécial, on a ce qui s'appelle la polarisation. La polarisation, c'est simplement comment on déplace un peu notre onde, elle va interagir avec le cristal, et en fait, on va pouvoir polariser un petit peu le cristal. C'est-à-dire quoi polariser? Ça veut dire que là, je vous ai mis un petit exemple. Simplement, on va déplacer un petit peu les charges d'un côté et de l'autre. Avant, c'était à l'équilibre, donc ce serait au milieu. Mais polariser, ça veut dire que hop, d'un côté, on aura une accumulation un peu plus de charge par rapport à l'autre. Et la polarisation, elle va dépendre en fait du champ électrique qu'on lui donne et d'un paramètre ici qui est simplement le paramètre qui représente le cristal. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des cristaux où c'est très difficile de polariser. Donc, si c'est très difficile, ce qui il sera très petit. Et au contraire, il y a des cristaux où ça sera très facile de polariser, donc ce qui sera très grand. Et à première approximation, on a une polarisation qui est linéaire par rapport au champ électrique. Ça veut dire que plus on met, c'est proportionnel si vous préférez, plus on met du champ électrique, plus la polarisation elle est grande. Mais en fait, si le champ électrique il est tellement fort, et c'est le cas pour nos ondes très intenses, et ben en fait, il y a des termes non linéaires, donc, où là, vous voyez qu'il y a E carré, E cube, E4, etc., qui arrivent. Ceux qui ont fait ça, c'est simplement l'expansion Taylor, si vous vous rappelez. Où là, voilà, nous, on est obligé de considérer maintenant ces termes parce que notre champ électrique qu'on lui envoie, qu'on lui donne, est très, très fort. Donc là, je vais juste prendre pour exemple le deuxième terme ici. Et vous voyez, je pense tout de suite arriver. Donc, je vais multiplier E fois E. Et là, en l'occurrence, comme j'ai deux faisceaux, je vais multiplier E1 par E2. Et j'imagine que vous vous rappelez, mais une exponentielle fois une autre exponentielle, c'est simplement l'exponentielle avec A plus B. Donc, si je fais un peu de calcul, un peu d'algèbre, vous voyez que je vais multiplier donc ça par ça, et en fait, j'aurai les produits croisés, donc ça veut dire j'aurai F1 fois F1, parce que c'est les E1 fois E1, j'aurai F1 plus F2, parce que j'aurai le F1 là plus F2, j'aurai un moins aussi, parce que c'est ce terme-là ici, mais ce n'est pas très important, mais j'aurai ce terme-là aussi, et c'est possible aussi de créer simplement E2 au carré, donc F2 fois F2. Donc, en résumé, ce que je suis en train de dire, c'est que si j'ai deux ondes qui rentrent et qui ont chacun une fréquence différente, à la sortie, c'est possible d'avoir des ondes qui ont d'autres fréquences. Donc, soit qui ont deux fois la fréquence de la longueur 1, soit la somme des deux fréquences, soit la différence des deux fréquences, ou soit la somme, encore une fois, le double du deuxième champ. Et ça, c'est ce qui a été prouvé, montré en 1960, où on peut changer les couleurs. Où là, c'est un papier, donc je ne vous demande pas de tout lire, mais en gros, ici, il est à 700, en fait, il est à 7000 angstroms, donc 700 nanomètres, et il va dans l'expérience, il double la fréquence. Donc, on s'attend à avoir quelque chose vers les 35. Donc, ça, c'est le faisceau laser. On est à 700. Et puis, comme on double la fréquence, donc c'est-à-dire qu'on divise par deux la longueur d'onde, on s'attend à voir quelque chose vers 35. Et en fait, ça, c'est juste pour la petite histoire. Là, vous voyez, je pense, absolument rien. Et c'est simplement l'éditeur, donc le journal, l'éditeur, qui pensait que c'était une poussière et du coup, qu'il a enlevé le point. Donc, ça, c'est juste pour vous donner la petite histoire marrante. C'est que c'était tellement intense que l'éditeur pensait que c'était une poussière et qu'il a enlevé. Ça, je vais juste passer parce que je pense qu'on va plus avoir le temps. Mais en final, ce que je veux dire par là, c'est que grâce à nos 4 fréquences possibles de génération et nos spectres, on est capable de générer, je vous ai vu, on est capable de générer des impulsions intenses, ultra courtes, et on est capable maintenant de changer sa couleur grâce à justement ces procédés ici. Donc maintenant, OK, on sait comment faire une onde très très courte, tout ce que vous voulez, on sait la caractériser, on sait faire plein de choses, mais maintenant, ce qu'on peut faire, on aimerait faire un peu de physique avec, de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec. Et pour ça, rien de mieux, donc on peut faire de la spectroscopie, donc c'est-à-dire voir où se trouvent les excitations, on peut faire l'imagerie, donc c'est-à-dire voir comment ça se passe dans l'espace réel, et on peut faire la diffraction qui, en fait, représente ça nous donne des informations sur la structure de la chose. Et en fait, un outil très, très performant qui nous permet de faire tout ça en même temps, c'est
Parce que souvent, on peut seulement faire que de la spectroscopie, soit que faire l'imagerie, soit que faire les diffractions, mais c'est rare de voir un outil qui permet de faire les trois en même temps. Et ce qui nous permet, en fait, donc cet outil-là, c'est ce qu'on appelle un microscope à transmission électronique ultra rapide. Alors, c'est un nom barbare, mais c'est très, très simple au final. C'est en fait, donc, imaginez juste cette colonne, oubliez la partie d'en bas pour le début et oubliez toutes les parties violettes. C'est en fait un faisceau d'électrons ici, qui est généré, qui est accéléré grâce à un champ électrique et qui vient traverser, ici on a un échantillon, qui vient traverser un échantillon. Et ensuite, grâce à un système de lentilles, donc c'est les trucs en violet que vous voyez, ben en fait, le faisceau, il va être magnifié, enfin, il va être amplifié, il va être agrandi, il y aura un agrandissement, et en fait, ça marche vraiment comme un microscope optique, simplement que c'est avec des électrons à la place de la lumière. Et en fait, donc, dans ce microscope-là, on est capable de faire de l'imagerie, on est capable de faire l'effraction par un autre mode, et on est capable de faire aussi de la spectroscopie, donc voir l'énergie, parce que en gros, on a simplement les électrons, ils vont échanger de l'énergie ils vont interagir avec la matière peut-être, et donc en interagissant, ils vont perdre un peu d'énergie, et en l'occurrence, ça veut dire que s'ils perdent de l'énergie, ils vont aller plus lentement. Au contraire, ils vont en gagner, ils vont aller plus vite. Et simplement ici, après, on a un déflecteur magnétique, ce qui fait que plus les électrons vont vite, moins ils vont être défléchis, ils vont dévier. Et plus les électrons vont lentement, plus ils seront déviés. Et après, du coup, avec une autre caméra, on peut avoir l'information de comment a échangé notre échantillon de l'énergie avec le faisceau d'électrons. Je ne vous ai pas dit, mais le faisceau d'électrons, pourquoi on utilise un microscope comme ça? Simplement parce que, des électrons à la place de la lumière, c'est simplement parce que la longueur d'onde des électrons est beaucoup plus petite que la structure atomique. Ce qui fait que si la structure atomique est la longueur d'onde est beaucoup plus petite, c'est-à-dire qu'on peut vraiment avoir une meilleure résolution que ce qu'on aurait avec de la lumière. Et puis encore une deuxième fois, c'est comme les électrons ont une très forte interaction avec la matière, on peut étudier de nombreux domaines avec. Finalement, là, j'arrive gentiment à la fin, vous en faites pas. Le microscope, il est bien, mais on aimerait bien avoir la dimension supplémentaire qui est le temps. C'est pour ça qu'il y a le mot 4D. Donc, il y a les trois dimensions de l'espace et la quatrième dimension, c'est le temps. Et pour pouvoir vérifier et pour pouvoir mesurer avec des précisions de l'ordre de la femtoseconde, on utilise ce qu'on appelle la technique pompe-sonde. C'est quoi la technique pompe-sonde? C'est simplement, on vient avec une pompe, donc en l'occurrence notre faisceau optique, exciter notre échantillon. C'est-à-dire que par exemple, on vient, notre échantillon il est à ce niveau-là, et puis tout d'un coup, on le monte en haut. Et puis derrière, on vient, avec un certain retard, on vient faire une image dessus. Donc on va faire une image et on va prendre du coup notre échantillon, voir comment notre échantillon a un certain retard par rapport à l'excitation de base. Et puis évidemment, l'idée, c'est d'ajuster ce retard-là et puis de faire des images à différents endroits. Et puis je pense que vous avez tous vu déjà peut-être en boîte de nuit, quand il y a un stroboscope, vous avez votre main qui fait comme ça. Vous voyez votre main une fois là, une fois là, une fois là. Et puis en fait, vous pouvez reconstruire toute la vidéo. Et c'est exactement l'idée de cette technique. Donc on vient peut-être exciter cette boule à un autre état. Cette boule, elle va retomber. Et puis, on vient faire des photos à différents endroits. Puis après, on sera capable de vraiment de reconstruire toute la dynamique de ce phénomène-là. Et donc, en résumé, c'est un microscope quand même qui est très particulier parce que c'est un microscope qui a été modifié justement pour avoir toute cette partie-là. Pour donner une idée, il y en a une vingtaine dans le monde, donc c'est vraiment pas beaucoup. Des microscopes modifiés, hein, évidemment, pas des microscopes standards. Et où là, en fait, une partie va être utilisée pour générer mes électrons qui vont faire l'image, et une autre partie de mon faisceau va être utilisée pour lui exciter mon échantillon et le rendre hors équilibre. Et la particularité du microscope qu'on a, le PFL, c'est simplement que lui, l'excitation optique, donc la couleur, si vous voulez, de mon excitation, elle se trouve entre 266 nanomètres jusqu'à 18 microns. Donc, si vous vous rappelez de la slide où il y a toutes les gammes de fréquences, on est quand même pas mal. Et en fait, on sera
on ne s'est pas encore fini le setup, mais on sera le premier groupe au monde à avoir la possibilité d'exciter un échantillon à des longueurs d'onde dans l'infrarouge. Donc, dans des choses qui sont des grandes longueurs d'onde, si vous voulez. Puis finalement, donc les projets à l'UMES, donc ça, c'est le microscope, c'est vraiment l'objet phare de ce qu'on a dans notre labo, parce que comme je vous l'ai montré, il peut faire tout à la fois, il peut faire la spectroscopie, l'imagerie et de la diffraction, et en plus de ça, il est vraiment unique au monde, donc c'est vraiment un outil très, 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 très puissant. Mais évidemment, il y a d'autres projets, on utilise donc, on regarde le magnétisme, on regarde ce que s'appelle la phononique. Donc la phononique, c'est quoi? C'est les études de la vibration des structures dans les atomes. On fait de la manipulation d'électrons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous regardez cette image-là, on peut faire des sortes de filtres, si vous voulez. Et puis là, c'est un faisceau d'électrons. Et grâce à ces filtres qui passent, on peut changer la forme en fait, des électrons. C'est la même image ici. Là, elle est un peu plus fancy, mais c'est deux fois les mêmes images où tu as un faisceau d'électrons qui est modifié euh, par un filtre. Et puis après, on fait des choses qui sont un peu plus exotiques, comme ce qu'on appelle la criticalité quantique, les supraconducteurs, etc. etc. Donc, le groupe fait quand même beaucoup de choses diverses et variées en termes de physique. Et donc, voilà, ça c'est le groupe. Hein. On est une quinzaine, un peu plus maintenant. Et ce qui est assez marrant, c'est que le prof, c'est un Italien. Et du coup, la majorité, forcément, la moitié du labo sont les Italiens. Mais les Italiens, en tout cas, il y a une très bonne ambiance. Et puis, ce qui est cool, c'est que à la place, par exemple, à midi, on parle pas de. Bien sûr, on peut parler des sciences, mais ça parle plus de nourriture de manière générale ou d'autres complètement de sujets rien à voir avec les sciences. Donc, c'est quelque chose qui est important. Mais c'est un groupe qui est très dynamique, très jeune et qui s'amuse pas mal. Et puis pour finir, comme je vous ai dit, donc je vais le faire très rapidement. Ça, c'est mon parcours à travers le PFL de manière générale. Donc j'ai commencé en 2012 par le bachelor. Donc de manière générale, j'ai tout fait à l'EPFL quasiment. Pourquoi? Parce que j'ai fait énormément d'associatifs à côté. Et j'ai fait, par exemple, donc si ça en haut, c'est la partie plutôt académique. Donc, pour ceux qui connaissent, j'ai fait le tournoi international de physique à Paris. Ensuite, j'ai fait un stage à KTH, donc à Stockholm. C'était un stage d'été, c'était pour voir un peu autre chose. Ensuite, je suis allé faire mes TP4 chez Arnaud Magrez pour faire la croissance de cristaux. J'ai fait donc ingénieur physicien, donc j'ai dû faire un stage et ce stage-là, j'ai fait chez Rolex où mon projet c'était en rapport avec les couleurs interférentielles comment faire oui, c'était de nouveau avec la double optique et puis comment faire des jolies couleurs, si vous voulez, entre guillemets, sur les cadrans. Et puis après, pour un autre projet et pour mon projet de master, je les ai fait en collaboration avec le PSI et le SRF, le SRF, c'est un synchrotron agronome qu'on voit ici, et le PSI, c'est en Suisse, qui sont des sources de lumière ultra intenses qui peuvent de nouveau nous donner des informations. Et en termes d'associatif, comme vous l'avez vu, quand je suis arrivé à l'EPFL, j'ai directement fait comité au Festival Belle Élec, puis ensuite, je suis arrivé à l'AG Poly et avec les Polysports, etc., où là, on a construit beaucoup de choses avec le sport pour finalement construire et détacher la partie, donc avant c'était à l'AG Poly, et finalement détacher ça et le rattacher au centre sportif. Et puis voilà, donc ça c'est à peu près sur une slide, essayer de résumer mes études à l'EPFL. Et pour la petite histoire aussi, quand même avec tout ça, j'ai quand même redoublé ma première année, mais je suis quand même arrivé au doctorat. Donc voilà, merci beaucoup de votre attention. J'espère que je sais que c'était dense, il y avait beaucoup de choses. J'espère que vous avez retenu que globalement, avec la lumière, on peut faire énormément de choses et que ça promet, le futur quand même, promet d'être. Alors, c'est vrai que maintenant, ce n'est pas incroyable comme situation, mais j'espère qu'en tout cas, ça pourra s'améliorer grâce à ces technologies. Voilà, merci beaucoup. Bon, merci à toi, Benoît, c'était très bien. Yes, merci, Euh, c'était super. voilà. Donc, je ne sais pas si les gens ont des questions ou pas trop. En tout cas, on a un peu de temps pour les questions. On a dit que ça durait 1 heure, donc voilà. Il y a encore quelques Ah, ok, minutes. d'accord. Parce que moi, j'avais 45 minutes dans ma tête. Du coup, je me suis dit. Non, c'est très bien, c'est parfait. Donc, voilà, si les gens ont des questions, c'est maintenant. Si jamais, qu'est-ce que je veux dire? Enfin, c'est normal de ne pas avoir
les sujets, j'ai essayé de simplifier au maximum, donc j'espère que vous avez pu suivre quand même au maximum. Mais je suis sûr que de toute manière, vous allez le revoir plus tard, puisque je crois que l'électromagnétisme, c'est en deuxième année, il me semble. Et les changements de couleur, les choses un peu mathématiques, ça, c'est même pas un cours, enfin, c'est un cours de l'école doctorale, voire dans master, donc c'est normal que ça soit un peu compliqué. Mais je voulais quand même vous le montrer parce que je trouvais important pour vous que vous sachiez qu'en fait, le message à retenir, c'est simplement qu'on peut modifier la couleur d'un laser comme on le veut. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable parce que, pour vous donner une idée, dans les téléphones, dans les smartphones, on a des LED à la place, on n'a pas des lasers. Et en fait, les LED bleus, c'était quelque chose de très difficile à faire avant parce que ce n'était pas basé sur l'optique, c'était basé sur les semi-conducteurs, donc en électronique. Et en fait, les LED bleus, donc le bleu, c'est une énergie qui est très haute et c'était très difficile de générer cette énergie-là. Et c'était en 2014, il y a eu le prix Nobel en fait des personnes qui ont réussi à créer ces LED bleus. Et donc juste pour vous montrer à quel point c'est difficile de faire d'autres couleurs. Et là, je voulais vous montrer cet exemple-là, comme quoi, en tout cas en optique, c'est très facile, enfin, grâce à ce genre d'interaction, de pouvoir modifier comme on le veut, quasiment ou presque, les couleurs. Qui était là l'année passée d'ailleurs, le prix Nobel. C'est Ouais, 2014, c'est ça? j'étais Hiroshi plus Amano? attentif. Exactement. Ouais, c'est celui-là. On l'avait invité pour une séance de réponses-questions Exactement. l'an Ouais, passé. non, c'était un Ouais. très bon truc. Mais voilà, c'est juste pour vous dire que ça mérite un prix Nobel en semi-conducteur et puis qu'en optique, on peut faire maintenant encore mieux, entre guillemets. Je savais pas que tu étais. Si personne n'a de questions, moi je vais continuer à parler. Mais tu avais fait quoi plus précisément au PSI en fait? Je savais pas que tu étais. En gros, donc j'étais rattaché à un labo de l'EPFL ici, mais j'ai fait toutes mes mesures au PSI. Ok. Et mes mesures, en gros, c'était de la spectroscopie, donc voir les excitations. Et j'utilisais en fait donc de la lumière qui était très dans l'infrarouge très lointain. Donc, si vous vous rappelez du spectre, c'est dans les très longues longueurs d'onde. Ça veut dire que je pouvais voir les excitations qui étaient de très basse énergie. Et j'avais besoin en fait j'ai besoin du PSI parce que justement, quand on génère ce genre de lumière qui est très très basse dans les longueurs d'onde, il y a souvent très peu de signal et du coup on a besoin d'un synchrotron pour pouvoir avoir plus de signal. Et c'est pour ça que je suis allé là-bas faire mes mesures. Et sur quoi en particulier alors là je pense que c'est encore un autre sujet délicat, mais c'est des aimants quantiques où globalement c'est juste un matériel qui a des propriétés magnétiques et en fait il y a des excitations magnétiques qui se trouvent dans l'ordre des longueurs d'onde de l'infrarouge lointain. Et du coup, on voulait voir quelles étaient ces interactions et les étudier sous différentes conditions. Et de manière générale, un synchrotron, ou que ce soit le CERN ou n'importe quoi, quand on va à un synchrotron, c'est qu'on n'a pas assez de signal chez nous et qu'on est obligé d'avoir vraiment énormément de signal pour pour voir quelque chose. Donc c'est pour ça que on va à un synchrotron. Mais ce qui est incroyable justement avec cette technologie laser, c'est que maintenant ça tient sur une table, quoi. C'est vraiment quelque chose de tout petit. Et puis bon, arriver maintenant à ce que ça tienne dans un ordinateur, c'est autre chose, on est d'accord, mais c'est en cours, quoi, on va dire ça comme ça. Ok. Toujours pas de questions de la part des survivants. Enfin, Tiens, moi j'aurais peut-être une petite question. Sur une de tes slides, tu as mentionné quelque chose avec le traitement des déchets Oui, radioactifs. Et ça, c'est récent comme étude? c'est Enfin, l'année passée que ça a été, c'est fin l'année novembre passée. 2019, je crois. Ok, ouais, donc c'est un sujet encore à être Ah oui, exploré clairement, et développé ces prochaines années. c'est clairement ultra récent. En fait, c'est deux compagnies qui font des lasers qui sont unies, qui sont réunies ensemble et qui ont mis leur expertise en commun. Je crois en Slovénie, elles sont localisées, ces entreprises. Et ils ont en fait construit un laser encore plus puissant à deux. Et après, alors, je ne sais Ok. pas comment ils ont eu l'idée de faire ça, mais, voilà, comme je vous l'ai dit, le but c'était avoir un truc tellement fort que tu peux, là cette fois-ci, avant tout ce que j'ai dit, c'est plus ou moins t'excites les électrons. Là, c'est vraiment t'excites l'atome, donc c'est encore plus profond en termes énergétiques.
Les électrons, c'est facile à exciter parce que tu as le noyau, et puis en fait, il y a les électrons qui sont autour, et puis du coup, ils sont plus facilement bougeables, entre guillemets. Mais l'atome, en lui, il est super solide. Donc pour ça, tu es obligé d'avoir des choses encore plus extrêmes, quoi. Ok, super. Je vais te dire ça. C'était août 2019. Ok, bah c'est hyper récent, ouais, du coup. Ouais. Non, c'est clair que dans tout ce que je vous ai dit, ce que j'essayais de faire, c'était vraiment de prendre les choses d'actualité, mais vraiment très d'actualité, et de voir plusieurs perspectives qui sont. Alors, c'est vrai que ça prend énormément de temps, et moi, c'est pas vraiment. Enfin, mon domaine, c'est un tout petit bout de tout ce que je vous ai montré, et j'ai même pas présenté vraiment mon domaine de recherche, ce que je fais. Là, je voulais vraiment vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui. Parce que, OK, le PFL, on fait certains trucs, mais évidemment, dans d'autres laboratoires et même dans les entreprises, comme vous pouvez le voir, c'est gentiment sur le marché. Et par exemple, IBM, des choses comme ça, ou Microsoft, ils sont clairement, on ne dirait pas, ils sont cachés, mais en soi, ça fait des années et des années qu'ils travaillent dessus et qui ont beaucoup d'avance quand même dans ce genre de choses. Ok. Mais oui, c'est vrai que c'est assez, je sais pas, c'est assez intriguant, je trouve, comme domaine, parce que ouais, c'est des choses, en tout cas, qui ne sont pas du tout intuitives. Ah oui, ce que je voulais dire aussi, peut-être, je l'ai pas mentionné, mais en niveau, donc là, c'était beaucoup d'expérimental que j'ai dit. Il n'y a quasi rien en théorie qui a été fait. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile de résoudre des problèmes, donc c'est des problèmes quantiques, donc on les résout avec l'équation de Schrödinger, et c'est extrêmement difficile de résoudre, déjà, de base, l'équation de Schrödinger, mais encore plus de résoudre l'équation de Schrödinger avec le temps dedans. Et du coup, voilà, en termes, il n'y a pas beaucoup de prédictions théoriques. Globalement, ce qui se passe maintenant, c'est OK, on balance un laser sur quelque chose, on pense que ça va faire quelque chose, on regarde ce qui se passe, et effectivement, il y a des choses qui se passent. Et comme personne ne l'a jamais fait avant, on publie, et puis c'est souvent des choses extrêmement intéressantes ce qui se passe. Mais c'est. Pour l'aspect théorique, du coup, ça ne se fait pas trop à l'EPFL en général ou C'est une bonne question. Donc, à l'aspect théorique, à l'EPFL, bon, il y a aussi de la théorie. Dans notre groupe, il y a 2-3 personnes qui font de la théorie, enfin, qui font un peu les deux. Mais ça serait plutôt en sciences computationnelles, ce genre de choses. Parce que du coup, ouais, ce serait plutôt dans de choses. Mais en Espagne, il y a ce genre, il y a pas mal. En Espagne ou en Hollande, tu as plusieurs labos. Même à Genève aussi, tu as des labos qui travaillent dessus. Mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas vous décourager, au contraire, mais c'est juste pour vous dire que voilà, il y a certains domaines encore où la théorie, elle ne suit pas du tout, et c'est quelque chose d'excitant, puisque parfois, là, c'est même pas que tu contredis une théorie, c'est qu'il n'y a pas de théorie. Donc, où il y a peu de théorie. On peut dire ça plutôt comme ça. Ok, je vois, on a des commentaires. Merci. Ah, ok. Non, c'était pas une question, c'était un commentaire. Ok, si personne n'a de questions, on peut gentiment en finir. Si, peut-être j'aurais encore une question. Ah, yes. Magique. Voilà. Merci pour ta présentation. En fait, j'avais encore une question un peu sur ton parcours à l'EPFL et ta décision de master. À quel moment tu étais sûr d'aller dans l'expérimental, disons? Dans l'expérimental ou le côté ingénieur enfin, ingénieur, pas ingénieur? La côté ingénieur, peut-être. Okay. Bon, en fait, quand j'ai fait le master, moi, je venais d'être dans l'année où il y avait la séparation entre master physique tout court et master ingénieur physicien. Il venait d'avoir la différence. Et parce qu'à l'époque, donc avant, la seule différence, c'était le stage. Tous les cours, c'était identiquement la même chose. Il n'y avait pas de différence entre master ou ingénieur. Ingénieur, tu avais juste les 6 mois en plus, tu avais le stage, du coup, tu avais 120 crédits, et l'autre, tu avais 90 crédits. Donc pour moi, j'ai choisi ingénieur parce que le stage en entreprise, ça m'intéressait, parce que je voulais voir ce que c'était l'entreprise, enfin, voilà, l'esprit dans l'entreprise.
Et puis, finalement, tous les cours que j'ai pris, alors je sais qu'ils ont fait des branches physique ingénieur, etc. Mais je me suis arrangé pour prendre quasiment tous les cours que j'aimais bien et qui étaient en fait rien à voir avec l'ingénierie de manière générale. Enfin, je veux dire, j'avais pris Solid State 4, par exemple, ça n'a rien à voir avec je sais pas moi, avec l'électronique ou les transistors, enfin de l'ingénierie. Alors c'était pour moi quelque chose de très, enfin, que j'avais beaucoup apprécié et du coup c'était une bonne chose pour moi. Et puis finalement pour le stage, alors si tu te poses la question pourquoi Rolex, c'est vrai que je me suis posé la question aussi, qu'est-ce que je vais faire là-bas Rolex, pour ce qu'il y a de la physique vraiment derrière chez Rolex. Et en fait, le projet, donc je vais très très brièvement mentionner, c'est de faire de faire des couleurs en fait sur les cadrans des montres. Et ces couleurs-là, donc les cadrans des montres, tu as plusieurs techniques pour faire la couleur. Donc soit tu peins bêtement entre guillemets ton cadran, ça marche très bien. Mais là, la technique une des techniques qu'utilise Rolex et d'autres entreprises d'ailleurs, c'est ce qui s'appelle les techniques interférentielles. C'est comme une bulle de savon. Sur une bulle de savon ou sur de l'huile dans l'eau, si tu veux, tu as déjà vu ces arcs-en-ciel multicolores, si tu veux, dans les bulles de savon. En fait, c'est quoi? C'est simplement ta bulle de savon, il y a un indice de réfraction. Et comme l'épaisseur dans ta bulle de savon n'est pas exactement la même partout, en gros, tu vas créer des interférences avec ta lumière, qui va créer en fait ces différentes couleurs. Et c'est sur ça que j'ai travaillé. Donc globalement, concrètement, c'était quoi? C'est déposer des couches minces sur le cadran, et ces couches minces-là allaient modifier la réflexion, si tu veux, de la lumière, et grâce à cette modification, allaient changer la couleur. Et si tu te poses encore plus la question, quels sont les ordres de grandeur, d'épaisseur qu'on mettait et qui changeaient, c'est de l'ordre, on devait être précis au nanomètre près quasiment en termes d'épaisseur de la couche. Et le nanomètre près, il y avait encore vraiment, pour donner une autre idée, le Rolex c'est tellement extrême, c'est qu'il y a certaines couleurs, certains empilements de couches de matériaux qui sont plus précis que des choses qui sont faites à la NASA, parce que c'est tellement extrême, on a besoin tellement Rolex de tellement quelque chose de parfait qu'il y avait des choses qui sont vraiment plus extrêmes qu'à la NASA. Et ça, je trouvais ça assez impressionnant, sachant que tu sais que c'est fait à la chaîne, alors qu'à la NASA, c'est un seul ou quelques échantillons. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres questions? Non. Je ne sais pas si c'est bon signe ou pas bon signe. Tu vois. Soit tu as perdu tout le monde, soit tout le monde a faim et est parti manger. Exactement. Ça fait une possibilité quand même. Oui. Ouais, c'est sûr. Bon. Ouais, je vais peut-être gentiment couper l'enregistrement du coup. Personne n'a de questions du coup? Dernier call. Okay. Bon. Du coup, on peut arrêter gentiment. Alors, merci beaucoup, Benoît, pour cette présentation. Voilà, donc ce sera enregistré, c'est enregistré, on mettra sur YouTube, sur notre chaîne YouTube. Donc, vous pourrez revoir, regarder Benoît 100 fois d'affilée. Voilà. Merci à toi et bonne soirée à tout le monde. Merci d'être venu, merci de nous avoir écoutés. Et à bientôt, j'espère. À bientôt, prenez soin de vous. Merci. Merci à toi. Merci beaucoup, Benoît. Salut. Bonne soirée à tous. Merci d'être venu.